Une des originalités de la cité lacédémonienne est le maintien de la royauté. Car en effet, si la royauté de droit divin était répandue dans le monde grec archaïque, durant la période classique, la tendance était plutôt à un déclin et à une disparition des royautés au profit d'autres institutions récupérant les pouvoirs du roi, à savoir les magistratures. Cette originalité spartiate est d'autant plus marquée par le fait que non seulement Sparte a maintenu sa royauté, mais aussi par le fait que cette royauté soit constituée de deux rois depuis la réforme attribuée au législateur mythique Lycurgue au 7e siècle avant Jésus-Christ. Les deux rois n'appartiennent pas à la même famille royale. Il y a deux familles, les Argiades et les Eurypontides. Ces deux familles n'ont pas le droit de se marier entre elles. Leur tombeau dynastique se situe dans deux régions différentes, mais elles sont toutes les deux rattachées aux Héraclides, c'est-à-dire aux descendants du personnage mythologique Héraclès. Cette double monarchie est héréditaire, mais je suppose que vous vous en doutiez à partir du moment où j'ai parlé des deux familles. Le pouvoir royal se transmet aux plus proches descendants du plus proche détenteur du pouvoir le plus royal. Pour reprendre ce que disait Pierre Carlier. Il me semble que c'est lui, mais peut-être que je revérifie. C'est-à-dire souvent au fils du roi de chaque famille, mais pas nécessairement l'aîné, car en effet, pour que le fils ait la qualité de prince héritier, il faut qu'il soit né durant le règne de son père. La qualité de prince héritier de Sparte est en effet reconnue tôt, dès l'enfance, voire dès la naissance. Et malgré sa qualité de citoyen de Sparte, le prince héritier ne suivra pas la difficile éducation spartiate en raison de son statut particulier. La prétention à la succession ne pourra être contestée par les autres institutions politiques qu'en cas de remise en question de la filiation. Petit fait qui peut paraître assez contre-intuitif lorsqu'on parle de royauté antique, les rois de Sparte n'exercent pas un pouvoir absolu, ils partagent le pouvoir avec le reste des institutions de Sparte, à savoir l'Assemblée, et quoique si on en croit Aristote on peut difficilement dire que l'Assemblée est un quelconque pouvoir, les efforts et la Gérousie. Gérousie dont font également partie les deux rois, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. La royauté se contente d'attributions essentiellement religieuses et militaires, le tout exercé de manière collégiale. Parmi les attributions des rois spartiates, on retrouve donc un accent mis sur le commandement militaire. Et bien c'est tout simplement parce que This is Sparta! les rois spartiates ont au départ le pouvoir de déclarer la guerre et ont le devoir donc de mener les Spartiates au combat, le tout au départ de manière collégiale. Imaginez un roi livrant ses propres batailles. Ça serait mémorable. La principale difficulté posée par la collégialité du commandement militaire est en cas de désaccord entre les deux rois, comme le montre l'épisode du divorce d'Éleusis en 506 avant Jésus-Christ, au cours duquel le roi d'Émarate décide d'abandonner son collègue Cléomène Ier, un peu hors sujet, c'est le père de Léonidas Ier que vous connaissez, pour la bataille des Thermopyles, que vous connaissez sans doute avec 300 de Zack Snyder, même si ce n'est pas le film le plus historique qui soit, ou éventuellement pour l'avoir vu dans Assassin's Creed Odyssey, développé par Ubisoft. Donc Démarate décide d'abandonner son collègue Cléomène Ier en apprenant que l'expédition avait pour but de chasser les Pisistratides, c'est-à-dire les fils de Pisistrate, un tyran athénien, donc de les chasser du pouvoir à Athènes. Cet épisode a instauré un usage dans l'exercice du pouvoir par les deux rois qui permit d'éviter cette difficulté à l'avenir. C'est-à-dire qu'en cas d'expédition militaire, seul un des deux rois commande l'armée et l'autre doit rester à Sparte. Il existe souvent une différence d'âge entre les deux rois, ce qui fait que l'on a tendance à envoyer le plus jeune au combat pendant que le plus âgé peut se charger du reste des attributions royales dans la cité. Le roi parti au combat joue alors le rôle de chef des armées, des gémons. Il supplante hiérarchiquement tous les généraux de Sparte et combat en première ligne, protégé par une garde d'honneur de 100, selon Hérodote, ou de 300 Spartiates, selon Thucydide. Il dispose aussi du droit de vie ou de mort sur ses troupes, il guide le champ de bataille en dernier et il a le droit à une part importante du butin, s'il y a un butin bien entendu. En revanche, les actions du roi sont soumises à la surveillance des efforts et il peut être jugé et sanctionné au retour d'une campagne militaire, surtout en cas de défaite. Au départ, les rois pouvaient se charger des déclarations de guerre, mais c'est un pouvoir qui leur a été confisqué. C'est en effet l'Assemblée qui se charge de voter la guerre à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ, afin de voter avec un mode de suffrage assez particulier, dont on parlera plus tard aussi. Ces pouvoirs militaires du roi de Sparte se prolongent dans le domaine religieux, et il se charge souvent des offices ayant lieu avant les opérations militaires. Les rois exercent aussi un certain nombre de prêtrises publiques dans les cultes consacrés aux divinités les plus importantes, comme Zeus ou Apollon. Plutarque évoque aussi un rite selon lequel, de manière cyclique, tous les 8 à 9 ans, les rois sont soumis au jugement des dieux, et les magistrats scrutent les cieux pour y voir un signe divin. En cas de signe défavorable, tel une étoile filante, le pouvoir du roi est suspendu et ne peut être rétabli que par les oracles de Delphes ou d'Olympie. En parlant des oracles, ce sont les rois de Sparte qui vont s'occuper de nommer les magistrats, qui vont s'occuper d'aller questionner et de rapporter les paroles des oracles. Ces magistrats, on les appelle les
Pitioi, et c'était la fin de la phrase. À leur mort, les rois ont droit aux honneurs funèbres habituellement réservés aux héros. Xénophon va même comparer ces honneurs à ceux qu'on destinerait à des dieux. Ce système collégial présente l'intérêt de ne jamais laisser véritablement de vacances du pouvoir royal. En effet, il est peu probable qu'un roi ne décède avant que l'autre n'ait été remplacé, ce qui est accentué par la différence d'âge entre les deux rois et le fait que seul l'un des deux part au combat et donc risque d'y passer. Enfin, les rois de Sparte sont titulaires d'un pouvoir judiciaire assez réduit. En effet, donc cette compétence judiciaire ne concerne, d'un point de vue de droit privé entre guillemets, qu'un cas particulier d'affaires familiales et d'un point de vue plus public, on dira, la compétence judiciaire du roi, enfin des rois du coup, ne concerne que les chemins publics. C'est, comme vous le voyez, assez limité. Les rois spartiates ont donc des compétences limitées dans les domaines qui leur ont pourtant été réservés, et le tout en étant encadré par les gérontes et les efforts de d'autres institutions plutôt oligarchiques. De plus, ces compétences déjà limitées se sont réduites au fur et à mesure. Le pouvoir des rois de Sparte est donc devenu de moins en moins réel et de plus en plus symbolique. Et donc ce caractère particulier de la royauté spartiate finira par disparaître avec la déposition du roi Agiad, Agésipolis III, j'ai du mal à le prononcer. Ce dernier ne sera pas remplacé et c'est son collègue Ripontide, Lycurgos, qui instaurera une monarchie à proprement parler et régnera donc seul. Cette monarchie finira à son tour par disparaître purement et simplement. En effet, le successeur de Lycurgos, Pélops, sera remplacé par le tyran Nabis, tyran au sens grec. À la mort de ce dernier en moins 192, la royauté est purement et simplement supprimée, et ce moins de 40 ans avant que Sparte n'entre dans l'ère d'influence de Rome.